Frontière du Laos, de la Thaïlande et de la Birmanie. C'est le triangle d'or, premier producteur d'opium du monde. Dans la province de Luang Namta, au nord du Laos, le pavot s'étend à perte de vue. Sa culture est autorisée par le gouvernement. Midi. Le soleil est au zénith. C'est l'heure où la chaleur fait sortir toute la sève. La Lun O, ses 2 femmes et quelques employés, incisent les premiers bulbes. Venus de Chine au siècle dernier, isolés au creux des montagnes, les Hakka n'ont que le pavot pour vivre pendant la saison sèche. Il faut couper le bulbe d'une certaine façon pour obtenir le plus d'opium possible. Si on coupe trop profond, ce n'est pas bon. Il faut couper en biais. C'est comme quand on coupe la peau pour faire sortir le sang. Ces perles de sève valent de l'or. C'est de l'opium pur. Cette année, la Lun O espère en tirer 20 000 francs. Avec 2 hectares, c'est un gros propriétaire. Dans quelques semaines, à la fin de la saison, un passeur viendra lui acheter sa récolte. C'est un Laotien d'un village voisin qui me l'achète. Il vient de la région de Bokeo. Mais personnellement, je ne sais pas exactement ce qu'il en fait après. Peut-être qu'il le revend à des Birmans ou à des Thaïs. Je n'en sais rien. Et d'ailleurs, ça ne me regarde pas. Ce qui est sûr, c'est que je n'ai jamais eu affaire directement, soit avec les Birmans ou même avec les Thaïs. La Lun O n'en dira pas plus. Son métier de producteur s'arrête là. Sa récolte va disparaître à dos d'homme sur les chemins de montagne. Un gros pourboire, 1 ou 2 jours de marche, et c'est la frontière. Le Mekong, c'est la voie royale pour les trafiquants de la région. Chaque passager est un trafiquant en puissance. Sur l'autre rive, la Birmanie, le plus gros producteur et le plus gros trafiquant d'Asie du Sud-Est. Transformé en héroïne, l'opium est revendu 1000 fois plus cher sur les trottoirs de New York, de Paris ou d'Amsterdam. Les laboratoires clandestins commencent ici même, sur les rives du fleuve. Celui-ci a été démantelé il y a 6 mois à peine par la police laotienne. L'assaut a été donné au petit matin. Les ouvriers thaïlandais, birmans et lao ont tous été arrêtés. Leur cabane de bambou a été immédiatement brûlée. Le chimiste, un Chinois de Hong Kong, avait déjà filé. À Luang Namta, c'est la fin de la journée. L'heure de la paye. La Lun O donne 20 francs à chaque employé. Un bon salaire pour une journée de travail au Laos. Mais certains préfèrent se faire payer en nature. C'est le cas d'Atou, le voisin de la Lun O.
Je préfère me faire payer en opium. Je n'en produis pas assez pour ma consommation. 2,7 g d'opium la journée. C'est l'équivalent de 3 pipes. Comme de nombreux montagnards laotiens, Atou est toxicomane. J'ai commencé à fumer de l'opium pour me soigner quand j'avais mal à la tête, mal au ventre ou mal aux dents. Et puis j'ai continué à fumer avec des copains pour être bien. Je suis devenu dépendant. Ça fait maintenant 10 ans que je fume. C'est difficile de vivre avec un drogué. Les enfants grandissent, ils ont besoin de vêtements. J'aimerais pouvoir leur en acheter, mais je ne peux pas parce qu'on dépense presque tout notre argent pour acheter l'opium de leur père. Pour gagner l'argent de la drogue, Atou oblige sa femme et sa fille à travailler dans son champ et dans celui de la Lune Haut. Quand je suis en manque, je suis très agressif avec ma femme, avec mes enfants. Mais quand j'ai fumé, je me sens bien et je regrette. Quand je prends de l'opium, j'ai l'impression d'être dans un dancing. Il y a des lumières partout, de la musique. Pour moi, c'est comme le paradis. Depuis quelques années, le gouvernement laotien tente de lutter contre l'opium. Sa meilleure arme, c'est ça, une route, une brèche ouverte dans la montagne, un chantier protégé. « 17 personnes ont été tuées et dévalisées au cours des 2 dernières années. Totalement isolée, cette région vivait de la culture de l'opium. Faute de route, les paysans ne pouvaient rien produire d'autre, et surtout pas le riz, qui nécessite des camions pour le transport. Palavek, à plus de 10 jours de marche de chez les Aka. On est en territoire Hmong. Eux aussi cultivaient le pavot. C'était avant la route. 250 km de latérite, reliant tous les villages de la région à la capitale, Vientiane. 250 km gagnés mètre après mètre, avec l'aide et l'argent des Nations Unies. Ivor Pereira, un Sri Lankais, est le responsable de ce programme. Cette route, il l'a vue naître, puis grandir. En même temps, l'opium reculait. À l'ouverture du chantier, les Hmong produisaient 3,5 tonnes d'opium par an. 8 ans plus tard, ils en produisent moins de 100 kilos. Ce village derrière moi, avant il était plus haut dans les montagnes. Et tous les gens qui y vivent cultivaient de l'opium. Aujourd'hui, vous n'en trouverez pas 5. La principale raison de ce changement, c'est cette route. Elle a changé leur vie. Il y a beaucoup de trafic sur cette route. La communication est ouverte. Les gens circulent. Il y a des bus et des taxis qui vont tous les jours à Vientiane.
Les Hmong participent à la construction de la route. Ils l'entretiennent. Grâce à cette route, nous pouvons prendre le bus et nous pouvons nous déplacer de village en village. Et surtout, elle permet à nos enfants d'aller tous les jours à l'école. Avec la route, c'est un nouveau mode de vie qui arrive dans les montagnes. Cette école, par exemple, ouverte en 1993 par les Nations Unies pour former les adultes, c'est aussi un moyen de lutter contre l'opium. Sam Sao enseigne les mathématiques. C'est difficile, elles ont pris du retard. Mais apprendre à compter, c'est important si elles veulent faire du bon travail manuel. Et surtout si elles veulent bien le vendre ensuite. Elles pourront vérifier la monnaie qu'on leur donne et tenir leur compte. Ces femmes ont passé leur enfance à aider leurs parents dans les champs de pavots. Depuis peu, l'école leur apprend à sortir de leur isolement et de leur ignorance. C'est important de venir ici pour apprendre le laotien. Quand on ne parle que le Hmong ou un autre dialecte, on ne peut pas communiquer avec tout le monde. Si on parle le laotien, on peut travailler avec tout le monde. Quand j'aurai fini l'école ici à Palavek, je veux aller poursuivre mes études à Vientiane. Après les cours, Nan rentre chez elle. Ses parents, attirés par les nouveautés qu'apportait la route, ont compris la nouvelle vie qui s'offrait à eux et à leurs filles. Ils ont été parmi les premiers à abandonner leur champ de pavots pour descendre s'installer au village. Je veux que ma fille aille à l'école pour recevoir une bonne instruction. Quand elle aura fini l'école, elle reviendra ici, à la maison, pour prendre soin de la famille. Elle ouvrira une boutique au village. Elle ira à Vientiane pour acheter des marchandises et elle les revendra ici, dans sa boutique. Avant la route, les Hmong n'avaient pas de médecin, et l'opium faisait souvent office de médicament. Beaucoup de paysans fumaient pour oublier la douleur. Les responsables du programme des Nations Unies contre la drogue ont donc construit un hôpital pour les 5000 habitants de Palavek. Pas de grosses interventions chirurgicales, mais le médecin et 2 infirmières assurent les soins primaires.
Une vraie révolution dans ce monde traditionnellement animiste. Maintenant, les gens viennent ici pour se faire soigner. Ils se sont rendus compte que la médecine était efficace. Ils croient aux médicaments et les villageois viennent se faire ausculter. On leur donne des médicaments et ils les prennent chez eux. À présent, ils ne croient plus aux esprits. Ils croient aux vertus de la médecine. Cho chị rơi thế mẹ ai là đồng người nghèo đấy. Cho chị rơi En attendant la route, à Luang Namta, chez les Hakka, on continue à vivre avec et grâce au pavot, loin de tout. Pas d'école pour adultes, pas d'hôpital non plus. On se soigne à l'ancienne. Au détour des maisons, on sent encore des odeurs d'opium. Assa a 34 ans, il est toxicomane depuis 6 ans. Je sais que je ne suis pas un bon exemple pour mon bébé, mais je ne peux pas m'arrêter. J'aimerais bien m'arrêter, mais il y a longtemps que je me drogue et je suis complètement intoxiqué. Quand je fume, je suis bien. Je dépense à peu près 20 francs par jour pour mes doses et pour mes cigarettes que je mélange. C'est comme ça. Je coupe du bois et je le vends. Je fais des petits boulots pour gagner de quoi acheter mes doses d'opium. Avant, j'étais soldat et j'ai été blessé à la guerre. J'ai reçu une balle dans la poitrine. Depuis, j'ai très mal aux poumons. Le seul moyen pour moi de ne pas avoir mal, c'est de fumer de l'opium. Même si je voulais m'arrêter, je ne pourrais pas. Dans le champ de la Lune Haut, ce matin n'est pas comme les autres. La récolte bat son plein. Il faut se concilier les esprits. Pour ce poussin, comme pour ce petit cochon, c'est sans doute la dernière heure.
Je crois qu'on a de la chance cette année. Le foie du cochon est très beau et c'est très important. Il est lisse, bien rouge, de bonne taille. Je crois que nous allons avoir une bonne récolte. Et pour cela, il faut collecter les coulées de sève avant que le soleil ne monte et que la rosée ne s'évapore. Grâce à cette récolte et à l'argent, je vais pouvoir construire une nouvelle maison. Je vais réparer mon camion. Et puis je vais acheter des vêtements et de la nourriture pour toute ma famille. Les bulbes entaillés la veille se sont gorgés de la précieuse pâte qu'on récolte dans de vieilles boîtes à conserve. Pendant les 4 mois de la saison, la Lune O et sa famille s'installent dans les champs pour surveiller les plants de pavot. Le riz a été cultivé pendant la saison des pluies. Les herbes cueillies à même le champ. Les 2 femmes et les employés de la Lune O partagent son repas. L'hospitalité et le sens de la communauté sont de tradition chez les Hakka, tout comme ses coiffes. Elles portent encore le souvenir de la colonisation française, les piastres. La décoration change selon l'âge des femmes. Avant 18 ans, quand les filles cherchent un mari, il n'y a pas beaucoup d'argenterie. Quand elles sont mariées comme moi, la coiffe est très décorée. Plus on est riche et plus il y a de piastres. Et pour les femmes divorcées, la décoration est encore différente. En fin de matinée, la Lune O étale sa récolte dans un plateau. L'eau s'évapore au soleil. L'esprit du champ a entendu sa prière. Cette année, la récolte sera meilleure que celle de l'année dernière. J'espère récolter une vingtaine de kilos. À 1000 francs le kilo, ça me rapportera à peu près 20 000 francs. En quelques heures, les rayons du soleil ont transformé la sève du pavot en opium.
L'opium n'est pas une nouveauté au Laos. Longtemps, il a fait la richesse du pays et de sa capitale, Vientiane. C'était au temps de la colonisation française. Au début du siècle, M. Paul Doumer, notable de la Troisième République et gouverneur de France, développe la culture de l'opium en Indochine. Dans les arrière-boutiques, les fumeries d'opium se multiplient. Le nombre des toxicomanes grimpe en flèche. Une gestion performante. Déficitaire à l'arrivée de Paul Doumer, la colonie remplit les caisses de la France 4 ans plus tard. Et la République, reconnaissante, nomme M. Paul Doumer ministre des Finances. Plus tard, il sera président du Sénat et même président de la République. Les manuels d'histoire oublieront simplement de mentionner ses succès dans l'organisation du commerce de la drogue. Ironie du sort, aujourd'hui l'Occident, victime de la drogue, veut éliminer la culture du pavot. Forts de leur expérience chez les Hmong, les Nations Unies ont dépêché leurs experts sur place. Ils arrivent à Luang Namta pour y développer le même programme. Ce matin, c'est le premier contact avec la Lune Ho. Quelle est la surface de son champ? 2 hectares. Combien de kilos pense-t-il récolter? 24 à 25 kilos. Voilà, c'est beaucoup. Et s'il devait arrêter l'opium, qu'est-ce qu'il cultiverait? Je ne sais pas. Je cultiverais sûrement du riz. De retour au camp, débriefing. Thibault Le Pichon, responsable du programme pour le Laos, et ses collègues des Nations Unies jettent les premières bases de leur programme d'action. En ce qui concerne cette zone particulière dans laquelle nous travaillons actuellement, en général, ce sont des programmes qui durent entre, mettons, 5 et 8 ans. Donc, c'est la durée standard d'un de ces projets sur une zone particulière. Maintenant, quand il s'agit d'essayer d'atteindre les objectifs au niveau national, dans toute la partie du nord du Laos, là, en revanche, on parle de 10, 15, 20 ans peut-être. C'est le temps qu'il a fallu en Thaïlande pour faire pratiquement disparaître la production d'opium. Il a fallu une quinzaine d'années avant de réussir justement par des mesures socio-économiques, plus après des mesures de répression. Une fois que cette alternative économique et sociale avait été fournie aux producteurs, que cette situation a pu être totalement jugulée. En attendant, chez les Hmong de Palavek, le programme d'éradication continue. Avec la route, l'école et l'hôpital, les Nations Unies ont apporté de nouvelles cultures. Des formateurs locaux montrent aux paysans comment cultiver d'autres espèces, ici du poivre. Peu à peu, cardamone, café, concombre
remplace le pavot. Je cultivais de l'opium et j'ai profité du développement de nouvelles activités dans la région pour apprendre à cultiver d'autres légumes, d'autres épices et surtout le poivre. Moi aussi, je cultivais de l'opium. J'étais pauvre et j'avais besoin d'argent. J'en prenais aussi, comme beaucoup de gens, pour me soigner quand j'étais malade. Depuis que je suis ici, j'ai arrêté de fumer de l'opium. Mes enfants n'ont plus envie d'en prendre et je suis contente qu'ils ne soient plus drogués. Hier producteurs d'opium et même parfois toxicomanes, les paysans ont changé leur mode de vie. Pour les aider, le gouvernement donne les terres à ceux qui les travaillent. C'est le comité des familles du village qui décide de la répartition. Palavec a grossi de quelques dizaines de familles qui se sont sédentarisées et qui commencent une nouvelle vie. Le poivre est d'un bon rapport. C'est ce qu'a choisi Phai Tu Yang pour élever ses 7 enfants. Quand je vivais en haut de la montagne, je cultivais du pavot. Mais mon champ était petit et je ne gagnais pas beaucoup d'argent. Les Nations Unies sont venues. Je suis descendu vivre ici, un peu plus bas. Ils nous ont appris à cultiver de nouvelles variétés de riz, du café et du poivre. Aujourd'hui, rien qu'avec le poivre, je gagne à peu près 1200 francs par an pour ma famille. Là-haut, la vie était difficile. Il faisait plus froid qu'ici. On était isolés. Ici, les enfants peuvent aller à l'école et au village. La vie est beaucoup plus agréable maintenant. Cette année, c'est la 2e récolte de Phai Tu Yang. Nous nous sommes rendus compte que l'opium, ce n'était pas bien pour travailler. Alors, je me suis fait désintoxiquer et j'ai arrêté complètement. Maintenant, quand je suis malade, je prends des médicaments. J'espère que mes enfants ne toucheront jamais à l'opium. Hier, guerriers farouches et indépendants, repliés depuis toujours dans les montagnes, les Hmong avaient choisi de lutter aux côtés des Américains contre le régime communiste du Pathet Lao. En 1975, le Pathet Lao gagne la guerre. Les Hmong émigrent. Ceux qui restent sont longtemps considérés comme des parias. Aujourd'hui, les cicatrices de l'histoire se referment et No Euto est un roi heureux. À 116 ans, il règne sur les Hmong de Palavec depuis 70 années. Et il se réjouit de voir son peuple profiter du progrès. Sa femme, la reine, peut désormais faire sa lessive à la fontaine qui alimente le village. Avant, la vie était très difficile. La plupart des gens étaient très pauvres. Ils vivaient là-haut dans la montagne et c'était très dur. Il faisait froid et il n'y avait aucun confort. Et quand ils étaient malades, il n'y avait rien pour les soigner. Ici, on est vraiment bien.
L'arrivée de l'eau potable a aussi fait reculer les cas de dysenterie et la mortalité infantile. Pour développer les nouvelles cultures, les Nations Unies ont mis au point quelques petites astuces, comme ces paniers en fil de fer tressé. Ingénieur agronome de formation, Ivor Pereira a apporté ici cette technique bien connue des montagnards. Ça, c'est la partie principale du panier. On l'installe, on l'ouvre et on la remplit de grosses pierres. Comme ça, on arrive à dévier la rivière. Dans un deuxième temps, on ferme le panier, ça fait une barrière et on peut irriguer les rizières. Ces barrages de fortune permettent d'irriguer des hectares et des hectares de terre. Grâce à eux, les Hmong peuvent cultiver du riz, même pendant la saison sèche. Le travail des Nations Unies à Palavek, commencé en 1989, coûte $1 million par an. Quand on est arrivé à la phase agricole de notre programme, nous nous sommes rendus compte que les paysans avaient vraiment besoin d'être aidés. Ils nous ont demandé de nouvelles variétés de riz. On leur a dit, très bien, on va vous apporter ces nouvelles variétés de riz. Mais vous allez devoir payer. Ils nous ont répondu, nous n'avons pas d'argent, on veut le riz gratuitement. Alors nous, on a répondu, pas question, on va avancer l'argent pour acheter la première récolte et vous nous rembourserez sur la deuxième. Et c'est ce qui s'est passé. La deuxième année, tout le monde a payé. Aujourd'hui, ils se débrouillent tout seuls. Parallèlement, nous leur avons demandé de participer au travail d'irrigation. En 5 ans, nous avons développé 200 hectares de nouvelles rizières, ce qui veut dire que 200 familles supplémentaires vivent de la culture du riz. Avec ce programme, les Nations Unies et le gouvernement laotien ont fait d'une pierre deux coups. Ils ont réintégré une ethnie farouche, les Hmong, et éliminé de la région la culture du pavot. Aujourd'hui, plus de 5000 personnes vivent en paix dans la plus parfaite harmonie. De plus, ils ont cessé d'alimenter le trafic international de la drogue. Je suis moi-même agriculteur de formation, mais pour moi, le plus important, c'est cette route. Tant qu'elle sera entretenue, on ne reviendra pas à la culture de l'opium.
Le bus qui transporte hommes et marchandises à Vientiane en 6 heures rythme la vie des habitants. 2 navettes passent tous les jours. Complètement centrée sur l'opium il y a encore 3 ans, l'économie est aujourd'hui plus diversifiée. Des boutiques se sont ouvertes. Lessives, stylos, lampes électriques, shampoings viennent du Laos, de Thaïlande ou même de Chine. À Palavec, les affaires marchent bien. Je vais à Vientiane 2 fois par semaine pour acheter ma marchandise. J'ai ouvert ce magasin il y a 2 ans, quand la route a été ouverte. Maintenant, je gagne à peu près 100 francs par jour. À Luang Namta, la Lune O et les Aka sont encore loin d'imaginer les bouleversements que leur réserve le programme des Nations Unies. Pendant qu'un employé garde le champ de pavots, la Lune O et sa famille préparent la mousson, la saison des pluies qui ravage tout. Avec ce bois, il consolidera sa nouvelle maison et la chauffera. Ses femmes feront la cuisine. Ce genre de bois, ça repousse tout seul. J'ai 3 parcelles comme celle-ci. J'en coupe une tous les ans. C'est du bon bois, vous savez. Par exemple, si je coupe une branche ici, dans 3 ans, il y aura 4 nouvelles branches. Cette nuit encore, la Lune O veille sur son champ. Je serais très en colère si le gouvernement me demandait d'arrêter la culture du pavot. Je veux bien m'arrêter, mais à condition que le gouvernement me propose une culture qui me rapporte autant. En plus, la culture ne dure pas trop longtemps et c'est l'acheteur qui vient me voir. Je n'ai même pas besoin de me déplacer pour vendre ma récolte. On a beaucoup d'enfants et on en est responsable. C'est pour ça qu'on cultive de l'opium. On aimerait bien changer de vie, aller dans une grande ville, mais il faut qu'on soit patient. Pendant la récolte, la vie est dure. On est loin du village et de notre famille. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas assez riche pour vivre en ville. Pour le moment, on n'a pas le choix. C'est l'aube. Aocho, la première femme de la Lune O, part au village voisin. Un village letton, à une demi-heure de marche. Comme les Aka, les Lettons sont venus de Chine au siècle dernier pour trouver des terres. Eux aussi cultivent l'opium. Mais les Lettons ont apporté de Chine une autre technique, la fabrication du papier. C'est le travail des femmes depuis toujours dans notre peuple.
La tradition se transmet oralement de mère en fille. Les hommes, eux, coupent le bambou. Après avoir été mouillée et battue, la pâte de bambou est étalée sur de grands panneaux de toile. La vente du papier nous rapporte à peu près 1200 francs par an. Avec cet argent, on achète des médicaments et des vêtements pour les familles du village. Découpé en petits morceaux, brûlés comme de l'encens, ce papier sert d'offrande dans les cérémonies religieuses. Mais il entre aussi à sa façon dans le commerce de l'opium. Ao Cho est venu en acheter pour emballer la récolte de son mari. La Lune Ho, lui, est à la pêche. Le gouvernement attribue à chaque village un endroit bien précis de la rivière. Aucun habitant d'un autre village n'a le droit de venir pêcher à cet endroit. Pas question non plus de venir seul, en cachette au petit matin. Les hommes du village pêchent toujours ensemble, en communauté. C'est plus facile pour poser les filets et ça évite les disputes. Personne ne vole le poisson à autrui. Chez les Hakka, la pêche est une tradition récente. Pendant la récolte, je ne suis pas souvent disponible. Mais la pêche, c'est important pour le village. On y vient tous ensemble et on mange une partie de ce qu'on pêche. Le reste, on le vend. De retour au champ, Ao Cho emballe son premier paquet de la saison, 500 grammes d'opium. Livré en Birmanie ou en Thaïlande, il sera vendu environ 500 francs. Transformé en héroïne, il empruntera alors la route mystérieuse du trafic international. On le retrouvera en petits sachets de poudre blanche à Paris, New York, Londres, Amsterdam, à 500 000 francs. 1000 fois son prix de départ.
Loin des ravages de l'acide et de la guerre contre les narcotrafiquants, Laloun O et sa famille continueront leur récolte. Et encore beaucoup d'autres en attendant la route.